à l'UQAM. L'association est née en 2020 et elle se donne pour mission de parler du son dans toutes ses dimensions. Pourquoi? Parce qu'on a remarqué que souvent quand on parle du son, on l'aborde par un axe, et que quand on l'aborde à travers un axe, c'est difficile, surtout quand on est spécialiste, d'en sortir. Or, en tant qu'individu, le son, quand il nous touche de différentes façons. Il nous touche en fonction de notre physiologie, en fonction de notre état émotionnel, en fonction de l'hygrométrie, de l'acoustique, la psychoacoustique, mais aussi de l'histoire, parce que l'individu a une histoire, mais le son aussi a une histoire. Mardi, par exemple, on parlait de la gestion sonore des salles de concert, ici sur Montréal, et finalement on parlait du droit d'occupation, du moins par rapport à l'ancienneté de l'occupation entre la salle et le locataire. Il est évident que c'est compliqué parce qu'une salle en 1950, c'est pas une salle aujourd'hui. Et que la gestion du son à l'intérieur de cette salle, forcément, c'est pas la même histoire, et puis ça donne pas lieu au même conflit, etc. Et non plus ça donne pas lieu aux mêmes gestions, on va dire, que conflit. Aujourd'hui, cette rencontre est importante parce que l'autre mission de la Semaine du Son, c'est d'aller vers le public, c'est d'aller vers les citoyens, c'est d'aller faire du lien et du sens auprès des citoyens, finalement. Donc on a souhaité parler des paysages sonores amplifiés dans l'espace public. Alors c'est le hasard qui a fait les choses ainsi, mais le paysage sonore qui va nous accompagner ici dans cette salle, c'est un joli drone. Voilà, amplifié, pas amplifié, c'est à discuter. Mais en tout cas, il nous accompagnera aujourd'hui. Pour traiter de cette question, donc nous avons trois invités. Emmanuelle Lizer, notre modératrice, va se faire un plaisir de présenter. Et je vous souhaite une bonne écoute. Merci Pascal. J'arrive pas à me tasser, excusez-moi. Plus ça me permettra de vous voir plus. Donc bonjour à tous pour cette rencontre consacrée aux paysages sonores amplifiés dans l'espace public. Je vais tout d'abord commencer par présenter nos trois invités. Nous avons Valérian Fraisse, qui est là pour représenter aussi Village Sonore. Valérian est un étudiant au doctorat en technologie musicale à l'université McGill, en co-tutelle avec l'IRCAM. Il est particulièrement intéressé au paysage sonore urbain et à la manière de l'améliorer à travers des installations sonores intégrées et des évaluations perceptives. Son parcours est dédié aux sciences appliquées à la musique. Il a réalisé un double cursus sciences et musicologie entre Paris-Sorbonne et l'université Pierre-et-Marie-Curie et le master acoustique, traitement du signal et informatique appliquée à la musique à l'IRCAM. Nous avons également avec nous Thibaut Quinchon, qui est un artiste sonore qui s'intéresse particulièrement à la notion d'écologie sonore. Sa pratique s'articule autour de l'enregistrement des paysages acoustiques, réfléchissant par la même occasion à leurs valeurs historiques, sociales et environnementales. Je pense que ça fait écho à ce que nous disait Pascal tout à l'heure aussi, nous le verrons. Dans une volonté de développement local, il se concentre principalement sur le territoire québécois, tentant de le mettre en valeur et d'en faire connaître la biodiversité sonore. Sur ce thème, il a construit la série d'œuvres Dissociation, au travers de laquelle il a reçu entre autres 2 nominations au concours international de création sonore Phonergia Nova en 2019 et 2020. Il a obtenu également une mention au Festival Longueur d'onde 2023, catégorie Petites ondes pour Magali. Et il y a beaucoup d'autres prix, je peux m'arrêter là si Thibaut veut en ajouter, je le laisse libre. C'est pas le sujet. Nous avons également avec nous Claude Schreier, artiste franco-ontarien du son et des médias et un administrateur des arts. Il est titulaire d'une maîtrise en composition de l'université McGill et a été activement impliqué dans les communautés de l'écologie acoustique et de la musique électroacoustique dans les années 80 et 90. De 2000 à 2020, il a occupé des postes de direction au Conseil des arts du Canada, à Interart et en tant que conseiller stratégique. En 2020, il lance le balado Conscience sur l'art et la crise écologique.
En 2021, il est cofondateur de Leadership sectoriel des arts sur l'urgence de la transition écologique, le SON. Et en 2023, il est président de l'Association canadienne pour l'écologie sonore Access et membre du comité exécutif du World Forum for Acoustic Ecology. En février 2024, il lance A Calm Presence Short Political Essays for the Frightening, excusez-moi l'anglais, by the Ecological Crisis, un bulletin substack sur son parcours d'apprentissage et de désapprentissage en lien avec la crise écologique. Et il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais Claude, je laisse rajouter tous ces éléments-là si j'en ai oublié, et je pense que j'en ai beaucoup oublié. Alors, pour commencer cette table ronde sur le paysage sonore amplifié dans l'espace public, j'aimerais nous avons 3 personnes qui abordent, qui connaissent le paysage sonore, qui ont travaillé dessus, mais qui peut-être l'abordent de manière différente. Qui d'entre vous pourrait commencer par me dire qu'est-ce que vous entendez par paysage sonore et avant d'aller vers amplifier. On a le terme de M. Murray-Schaeffer, mais vous ne l'utilisez peut-être pas de la même manière et chaque organisme ou chaque personne ne l'envisage pas de la même façon. Est-ce que notre doctorant qui a fait ses recherches sur cet aspect-là voudrait aller sur cet aspect du paysage sonore? Ok, je vais bien commencer. Alors, d'abord, je vais commencer par dire qu'il y a pas mal de définitions différentes sur le paysage sonore. Donc, nous, on a une approche particulière, mais c'est pas pour dire qu'il n'y a pas d'autres définitions qui sont possibles. Je pense que vous en aurez probablement une autre. Plus que ce que c'est pour une définition, on va dire qu'on la meilleure, mais qu'est-ce que c'est pour nous, démarche? Pour nous, le paysage sonore, en gros, c'est l'environnement acoustique tel que perçu et compris par des personnes ou des individus dans leur contexte. Donc en gros, la notion de perception humaine, elle est vraiment centrale dans cette définition. Et en fait, ça je parle aussi au nom de l'équipe Ville Sonore, mais dans l'ensemble de nos études, on est toujours vraiment centré sur justement la notion de la perception humaine des environnements sonores. Donc l'être humain va être placé au cœur de cette perception, de cette notion du paysage sonore. Exactement. Thibaut, dans ton approche, dans ta démarche c'est quand même une approche qui existe et qui m'a fait réfléchir, notamment en parlant aux gens du paysage sonore. Elle finit toujours par ressortir cette question-là, parce qu'il y a toujours une question d'interprétation, de culture, etc. Et moi, c'est sûr que ce qui m'intéresse le plus, tout m'intéresse, mais plus particulièrement le paysage sonore, sa représentation, ce qu'il veut dire sur nos civilisations, sur nos cultures. Donc son aspect social, son aspect culturel, historique, et aussi après l'aspect environnemental, on va tous se rejoindre, mais c'est l'impact de l'espèce humaine sur tout le paysage sonore et l'interprétation, l'écoute et les comportements des autres espèces, des autres vivants. Parce que si on va parler d'écologie sonore, puis l'écologie sonore c'est un peu comme les relations entre les êtres vivants avec leur environnement. Donc, tu sais, l'écologie sonore des espèces humaines, c'est différente des espèces qui n'ont pas la même ouïe, mais c'est ça. Moi, c'est plus l'aspect environnemental, j'essaye de pousser ça là-dessus, comme une espèce de comment s'intéresser à la protection du vivant de manière générale. C'est dans une approche plus de protection que de découverte. Claude, de réagir, c'est parce que tu as même été amené à créer l'organisme vraiment d'écologie sonore. Est-ce qu'on est parti pour cette création-là, par exemple, de cette conception de paysage sonore? Vous avez bien répondu, donc je ne vais pas répéter ce qui a été dit. Moi, j'ai toujours aimé le son et l'écoute et le contexte. Donc, le son contextuel, pour moi, est ce qui est dominant, le son abstrait, le son contextuel. Je ne suis pas quelqu'un d'académique, je suis une maîtrise, les définitions m'intéressent seulement pour aider ceux qui veulent participer dans des communautés, pour qu'on puisse s'entendre sur plus ou moins de quoi on parle. En anglais, on parle de soundscape, c'est de Murray-Schaeffer. En français, on a le paysage sonore, mais on pourrait parler de d'autres concepts semblables. Il y a tellement, comme tu dis, il y a tellement de spécialités maintenant. Le terme général, on parle de l'environnement sonore, on parle de ce qui est
exemple ou autre idée. Mais j'avoue que ce qui m'intéresse maintenant, surtout, c'est en anglais listening, donc écoute. Donc la relation avec qu'on a avec le son. La relation qu'on a avec les, je pense pas en anglais, other than humans, more than humans, ceux qui sont plus qu'humains, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas des humains qui sont vivants. Ça, c'est ce qui me passionne. Ces relations-là, au niveau des vibrations et en fait de tous les sens, parce que évidemment le son est relié à tous les autres sens. Donc pourquoi isoler le son? C'est utile parfois de se dire on se concentre un élément, mais évidemment il y a toujours tous les autres éléments qui sont toujours en interaction. Donc la hyperspécialisation est seulement utile quand on peut ensuite revenir dans le grand portrait. Je ne réponds pas à ta question parce que je n'ai pas envie. Je ne cherche pas spécialement avec qu'on puisse rebondir. Ouais, voilà. Alors, là on est sur le paysage sonore, mais là on a le sujet qu'on m'a confié, c'est paysage sonore amplifié. Donc, qu'est-ce qu'on vient souligner sur l'aspect de amplifier? Là, j'ai envie de dire, c'est une démarche peut-être chez Bulle Sonore. Il y a un paysage sonore qui existe, que vous pouvez constater à certains moments. Et qu'est-ce que vous réalisez dans les, justement, est-ce qu'on le laisse en état ou est-ce qu'on essaie de le modifier? De quelle façon? Est-ce qu'on intervient sur ce paysage sonore? Ok, alors ça c'est une question assez compliquée à répondre en général, je dirais. Mais, disons qu'il y a plusieurs approches possibles. Nous, ce qu'on tente à faire dans l'équipe Ville Sonore, c'est peut-être de montrer que c'est important de réfléchir au son dès le début, dans les décisions au niveau de la planification urbaine, l'urbanisme, l'architecture, donc toutes les pratiques qui mènent à fabriquer le bâti, le bâti urbain. Et en gros, l'idée c'est on essaye en fait d'intégrer ça dans les pratiques de design urbain. Donc ça serait comme ça, je dirais, peut-être l'angle d'attaque principal qu'on aurait au niveau donc de trouver des manières de faire sonner les villes de meilleure manière. Maintenant, c'est très compliqué à mettre en pratique parce que, par exemple, si on prend un urbaniste, il aura plein d'autres considérations que le son, et donc du coup, pour mettre ça en avant, c'est pas forcément évident. Donc c'est une grosse partie de notre travail de, par exemple, juste sensibiliser ce type d'acteur à la question du son. Et après, la question des installations sonores, ça c'est vraiment peut-être moi, ma recherche en particulier, qui se place un peu à l'interface entre ce qu'on fait à Ville Sonore et la pratique des artistes, qui est aussi quelque chose d'extrêmement intéressant pour nous, parce qu'ils viennent proposer des solutions qui ne sont pas forcément... Enfin, solution c'est peut-être pas le bon terme, mais ils viennent proposer des choses qui sont assez différentes. Et là, je parle vraiment du point de vue par exemple, des gens qui fabriquent la ville, de manière générale. Donc, ils viennent proposer des solutions intéressantes, et c'est là où moi, je vais chercher à étudier ça. Donc, par exemple, c'est deux exemples de... Parce qu'en fait, on a un paysage sonore, donc tous les trois, vous faites le constat d'un paysage sonore, et ensuite, qu'est-ce qu'on fait de ce constat? On l'analyse, on l'étudie, et ensuite, peut-être tu peux nous indiquer qu'est-ce que tu vas faire après avec ce paysage sonore? Un paysage sonore nouvellement constitué que je choisis? Que tu choisis, puisque je pense que dans ton travail, il y a eu plusieurs approches que tu as pu avoir, d'études justement dans le projet Une vie qui s'écoute. Tu es allé poser ton oreille sur des territoires, et à partir de là, de ce territoire, qu'est-ce qu'on en fait? Quelle est la démarche? Quel est le processus? Moi, ma mission, c'est de faire découvrir un peu la biodiversité sonore, comme tu l'as bien dit au début. Donc, c'est trouver des occasions pour qu'on ait un petit peu plus conscience de notre environnement, c'est ça, parce que on ne les connaît pas tellement, les oiseaux, on ne les connaît pas, les mammifères, on ne les connaît pas tant que ça. Donc, c'est plus m'intéresser, créer une espèce de lien. Pour après les amplifier, la question de l'amplification des sons, je pense qu'avant toute chose, avant d'amplifier un son, il faut se demander pourquoi l'amplifier, c'est quoi l'utilité de l'amplifier. Je pense qu'on a peut-être tous déjà vu des concerts où
des musiciens pourraient très bien jouer acoustique dans une petite salle, puis on amplifie. Puis la salle, elle n'est pas faite pour ça, elle va résonner trop fort. Puis donc, c'est juste, c'est ça. Dans la question d'amplification, je me demande, moi, je veux faire découvrir le monde, et le découvrir, je l'amplifie. Je sais pas. J'ai pas de réponse à... Et ça signifie quoi d'amplifier? Ça veut dire porter une écoute, ou ça veut dire, et de quelle façon on va pouvoir réaliser cette amplification? Parce qu'on pourrait se dire, il y a déjà tellement de sons, et on en a là aujourd'hui, cette présence-là. Ajouter du son sur du son, je vais aller dans la provocation, c'est parce que je pense que c'est aussi... Est-ce qu'on ajoute du son sur du son existant, et pour en remettre une couche, et pour quelle raison on le fait? Ben moi, c'est sûr que l'idéaliste en moi dirait qu'on pourrait travailler d'abord, essayer de travailler sur la composition du paysage sonore tel qu'on l'a. C'est sûr, c'est ce que disait Raymond Murray-Schaeffer, que d'autres ont questionné, mais je ne sais pas qu'on fasse une composition sonore. À un moment donné, on ne peut pas ajouter tout le temps. Donc si on a un paysage sonore qui est déjà saturé, dans les milieux urbains notamment, moi je trouve ça difficile de dire, il y a toujours des plages de fréquences qui restent, mais à quel point on va chercher de vraiment continuer à remplir cet espace. Mais je ne sais pas comment c'est possible, hein, c'est un changement de culture et de manière de vivre totale, donc moi je ne sais pas. Est-ce que tu peux réagir sur cet aspect de... Comment on parle de ce paysage sonore là, est-ce qu'on en rajoute ou est-ce qu'on l'écoute? Qu'est-ce qui se passe? Toi, dans ta démarche Dans ma démarche actuelle, je n'amplifie pas le son dans des espaces publics parce que je fais des balados, je fais des compositions de paysages sonores qui utilisent des microphones, amplifiés dans le sens d'enregistrer et ensuite diffuser, mais en général à la radio, sur Internet. Mais, il y a longtemps, en 1992, j'ai produit un festival qui s'appelait le 7e Printemps électroacoustique. Charles de Mescal, qui s'est produit, était un des artistes. Et là, on a fait beaucoup d'amplification de son. J'ai commandé à Michel Smith l'orchestre de vélo, qui continue ces jours-ci, parce que ça s'appelle l'ensemble vocal. Donc, on s'est posé la question à l'époque. On est déjà dans un espace urbain bruyant. À quoi ça sert d'ajouter ou de jouer avec... On a décidé qu'on voulait le faire. On voulait avoir du son qui bouge dans un espace. On était surtout par le contact. Puis ça marchait bien parce que c'était relativement tranquille dans le parc. On n'a pas dérangé les gens avec une musique ou des sons troublant, mais on a comme enrichi cet espace-là intentionnellement avec des œuvres artistiques. À un moment donné, il y avait un projet qui s'appelait Droit de cité, puis le réalisateur qui est Mario Gauthier à Radio-Canada. On faisait des interventions à la radio, puis il y avait comme une musique de Beethoven, puis on arrivait avec des paysages sonores, mettons du métro de Montréal, à diffuser en direct sans avertir le public. C'était en 92. C'était vraiment intéressant. C'est pas vraiment de l'amplification, mais c'est de jouer avec les intentions. Les gens ont l'habitude que Radio-Canada est très stable, le Beethoven commence, il termine. Le métro de Montréal qui arrive dans Beethoven. Puis, à un moment donné, j'avais le contrôle du réseau de Radio-Canada comme ça. Donc, on a beaucoup de plaisir à jouer avec le son, surtout dans les villes, quand on n'a pas nécessairement la permission, mais on sent qu'on a un droit d'accès qui nous est comme permis par le public. C'est-à-dire, on pense que ça va aider. Et des fois, il faut enlever des sons avant d'en ajouter. C'est le filtrage, il y a des moyens de faire ça. Et je ne suis pas un expert, mais mon expérience, c'est qu'on peut avoir beaucoup de plaisir à ajouter et à utiliser le son pour réfléchir aux enjeux d'un espace sonore. Il y a beaucoup de préparation à faire. Par exemple, en 1992, on a commandé une pièce à Murray Schaeffer qui était une pièce acoustique dans un festival électroacoustique. On m'a dit, c'est pas juste ça. Moi, je dis, je veux explorer l'espace du parc La Fontaine avec des instruments conventionnels qui deviennent une sorte de musique électroacoustique par l'intention du compositeur.
I could go on, mais je trouve que le son amplifié en ville, quand c'est dans les bonnes mains, c'est intéressant. C'est vraiment intéressant. Et quand c'est n'importe quoi, c'est pas intéressant parce qu'on est déjà saturé en général. Donc, il faut quand même qu'il y ait un bon travail de réflexion, de dépistage, de commissariat pour faire quelque chose. Et si ça peut être soit permanent ou semi-permanent, ben ça peut aussi ajouter à la couleur d'un quartier. Par exemple, une installation sonore qui est en interaction avec donc les gens commencent à parler à l'installation, à vivre avec ça, ça peut devenir vraiment intéressant. Est-ce que ça veut dire qu'on peut amener un changement au paysage sonore? Ben, ça change de toute façon tout le temps. Des fois, il y a des sons qui ne sont pas tellement intéressants. Donc, c'est Murray Schafer a parlé beaucoup de design sonore. Question de design sonore, de travailler avec la ville. Mais ça, c'est important, de travailler avec la ville et les citoyens. Si l'artiste arrive et dit « J'impose ma vision, mon son, tant pis si vous n'aimez pas ça », pas tellement intéressant. Si on consulte les communautés, qu'est-ce que vous entendez, qu'est-ce que vous aimez dans votre quartier, comment, ça c'est plutôt une démarche d'art communautaire que j'aime bien. Mais c'est certainement une approche qui serait intéressante si on intervient dans un quartier ou dans un milieu où les gens vivent, sont habitués à un certain... Pourquoi pas leur parler, les inviter à participer dans un processus de création, qui sait? Justement, ça m'invite à rebondir sur cette question. On l'a évoqué déjà au tout début, où vous parliez de ce paysage sonore ne peut pas exister. Quelque part, on a besoin de l'être. L'être humain, c'est nous qui sommes comme le réceptacle, et parfois ce sont les animaux qui réagissent aussi à ces éléments-là. Donc, comment se passe justement cette démarche d'investir l'espace public? Tu indiquais que c'était de faire des projets où le citoyen est participant, mais est-ce qu'on se heurte justement parfois à nos volontés de changement aussi? Est-ce que les personnes que vous rencontrez ont conscience en fait de cet environnement sonore, de ce paysage sonore dans lequel ils vivent, ou est-ce que cet élément sonore est complètement absent en fait de notre vie et de cette conscience de nos concitoyens tous les jours? Quel était vos constats? Je vais réfléchir à ça maintenant. Non, je peux peut-être rebondir sur ça parce que justement au cours de mes recherches, j'ai fait plusieurs cas d'études où je faisais des expériences donc soit sur le terrain, soit en laboratoire, et en gros le but justement, et ça remonte très bien avec ce que vous disiez, c'est qu'on cherche à aller questionner des gens qui utilisent régulièrement l'espace sur la perception des installations sonores justement, donc voir exactement se questionner quel est l'impact par rapport à la communauté, les gens qui vivent autour. Donc nous, c'est pas une approche forcément, enfin c'est participatif mais indirectement, il y a d'autres approches qui engagent encore plus les communautés locales. Mais en tout cas, pour revenir à cette question, ce qui était intéressant, c'est que justement quand on va questionner les gens, on voit que leur environnement sonore, même s'ils n'en pensent pas tous les jours, c'est très important pour leur... disons que ça fait vraiment partie il y a quelque chose de... Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est... Ça fait partie de leur quotidien. Ouais, c'est ça, et c'est même ça les... par exemple... C'est ça qui est intéressant, c'est que des fois, j'ai travaillé avec des projets où on me proposait différents sons, donc les artistes avec qui j'ai travaillé. Et par exemple, il y a des sons qu'ils trouvaient agréables, mais en même temps, ils se disaient, mais ça ne fait pas partie du son que je suis habitué à entendre, alors j'ai pas forcément envie de... Enfin, je préfère pas l'entendre. Et il y en a d'autres, justement, qui étaient très ouverts à cette question. Mais en fait, c'est vrai que c'est là où on voit que c'est crucial d'aller voir les gens pour leur demander, parce que, bon, après, on va se retrouver, par contre, avec plein d'opinions diverses. C'est ça aussi qui est compliqué à la fin, c'est de trouver des solutions qui puissent satisfaire un maximum de personnes qui utilisent l'espace. Est-ce que vous parleriez, et puis je vais peut-être choquer, mais c'est un terme qui est développé beaucoup dans le contexte de musicothérapie, on parle souvent d'identité sonore, d'identité musicale. Est-ce que vous pensez qu'il y a une identité de paysage sonore qui est propre justement à des quartiers, à des communautés, ou même je pense que même au niveau de la nature, ça doit être très particulier aussi. Je sais pas si... C'est sûr que, mettons dans la nature,
les identités, un écosystème, c'est plus par écosystème pour s'approcher de la pensée naturaliste ou des biologistes, mais c'est ça, c'est un écosystème, c'est des espèces qui vivent dans cet écosystème, des espèces qui ont des types de vocalisation, et après c'est plus socio-économique, on va dire, dans les civilisations humaines, mais il y avait des études qui ont été faites à Montréal qui montraient que finalement les gens qui sont plus, plus proches des zones de nuisance sonore, si on peut dire ça, des niveaux sonores trop élevés, bah, c'est des gens avec un moins bon salaire. Donc il y a une réalité socio-économique et le paysage sonore, il est à l'image de la société. Il est à l'image de tel écosystème quand on est dans la nature, et il est à l'image de qui sont les personnes qui vivent ici ou à quoi ressemble la société, c'est sûr. Moi, je ne suis pas spécialiste dedans. Je ne peux pas vraiment. La seule chose qui me vient à l'esprit, c'est quand on parle d'amplification, ça c'est un type d'amplification, le haut-parleur. Mais il y a aussi l'amplification acoustique qui est vraiment intéressante. Parce que, mettons, les cônes, les réflecteurs, tout ça. Et je sais qu'il y a beaucoup d'artistes qui travaillent avec ça, mais je pense qu'il faut penser à amplification dans le sens large. Parce que l'électronique, inévitablement, il y a de l'entretien, ça prend de l'alimentation réglée, c'est pas du vrai son dans le sens que c'est un son qui vient d'ailleurs. Et moi, j'aime beaucoup les installations où le son lui-même est présent et simplement manipulé par des matériaux et il me semble que ça, c'est une belle façon. Donc, par exemple, Westerkamp a travaillé sur la notion de promenade et de marche sonore. C'est un type d'amplification. J'ai fait une marche avec elle en Allemagne à un moment donné, puis c'était très participatif. Donc, souvent, marche sonore, ceux qui ont fait ça, là, tu suis quelqu'un qui vous écoutez, vous prenez des notes. Mais elle, ce jour-là, elle était let's go! Donc, on faisait beaucoup de sons nous-mêmes et on créait les citoyens se demandaient qu'est-ce qu'ils font, ces gens-là, pourquoi ils frappent le. Mais il y avait une relation avec l'espace sonore qui était vraiment intéressante parce que notre écoute était plus aiguë. On avait une intention d'écoute. Et donc, si, par exemple, il y a un parcours dans un quartier qui est simplement valorisé tel quel. Alors, on dit, ici, il y a une réflexion de son, là, il y a une école, l'occasion, puis ici, il y a ça. Donc, une sorte de mapping. Si on commence avec ça, puis on se dit, ben, c'est beau comme ça, on n'a pas besoin d'intervenir. Le quartier est riche, on écrit. Ou bien, on se dit, à la fin, on va jouer avec certains éléments qu'on a entendus, par exemple, les écureuils qui sont là le matin, quelque chose comme ça. Ça, c'est plus intéressant pour moi de s'intégrer dans une écologie urbaine ou non, avec des exercices d'écoute, avec des exercices de réflexion, sans nécessairement tout de suite aller à amplification dans le sens technologique qui est un outil parmi l'autre. Parce que c'est trop facile. On machine, puis on crée des systèmes interactifs, ça peut marcher tout comme ça peut être n'importe quoi dans la culture de l'espace où c'est reçu. Donc je suis un peu de vieille école dans ce sens-là que moi, l'acoustique et l'électroacoustique, c'est whatever. Whatever. Oui, ben en fait, je trouve ça hyper intéressant, puis je suis d'accord, je trouve qu'on va vite vers l'amplification électronique, puis moi j'ai l'impression que c'est quasiment une manière de s'imposer. Je sais pas, c'est comme moi je veux arriver, et je veux que mon son il porte, je veux à tout prix prendre le dessus. C'est ça que l'amplification électronique permet, c'est comme on veut des wattages, puis on est comme... je veux que peu importe où je vais, faut que ça soit à un certain niveau sonore, et c'est quand même une vision peu attentive de l'environnement quand même. On crée des boîtes qu'on peut mettre n'importe où dans une salle, puis c'est supposé faire la job pour comme, faire jouer des sons. C'est pas adapté, puis l'acoustique des lieux, et je pense qu'il y a des manques de réflexion là-dessus sur comment sonne un environnement, un lieu, les murs, qu'est-ce qui est réfléchi, quelle fréquence joue plus ou moins, c'est ça. J'ajouterais quelque chose. Deux choses. Hier, je suis allé à un concert d'orchestre dans la maison symphonique. C'était l'orchestre de Paris qui est en ville. Puis j'expliquais à mon fils
il n'y a pas d'amplification dans cet espace. Il dit, ouais. Pas d'amplification dans ça, c'est tout naturel, dans le sens que c'est du bois et du métal. Il trouvait ça pas mal fascinant parce que les plus jeunes sont tellement habitués à l'amplification et la technologie qu'un phénomène naturel comme ça, c'était... L'autre chose, c'est que, Charles va s'en souvenir, on faisait des concerts Complexe et Jardin, dans un grand espace. Le concert électroacoustique à l'époque avec la crème. Puis ça sonnait mal, parce que c'était très réverbérant, puis mais on faisait quand même. Parce que je pense mais il me semble qu'aujourd'hui, si, par exemple, un concert de musique électroacoustique dans un centre d'achat, ça peut être intéressant, mais il faut vraiment comprendre l'acoustique de la place, faire des études. À l'époque, on avait moins d'outils qu'on a aujourd'hui, mais il me semble que c'est, encore une fois, qui reçoit, comment est-ce qu'on peut animer l'espace et réellement savoir comment ça va être perçu, au lieu de juste mettre des haut-parleurs et dire le son sort, parce que souvent c'est flou, ou c'est quelque chose qu'on est fort, c'est juste ça. Mais il semblait dire que le public, en tout, moi j'ai rencontré beaucoup de ce soit des enfants autrement, ou même des personnes âgées qui à un moment donné n'entendent plus, même n'entendent pas l'environnement dans lequel ils vivent. Donc, je me souviens d'un projet de ville sonore justement qui disait qu'ils avaient intégré des sons qui dérangeaient justement les personnes en les entendant, mais leur propre son avait des décibels 10 fois plus importants, et en fait ça, ils n'entendaient pas cette pollution sonore. Donc est-ce que finalement l'intégration de sons, et là d'autres sons en fait ne permettrait pas aussi de venir déranger pour que les personnes aient cette conscience en fait aussi de cette présence sonore, parce que tous les trois vous êtes très sensibles, et dans la salle il y a sûrement beaucoup de personnes qui sont très sensibles à cet aspect du sonore. Mais je ne suis pas sûre que tout un chacun de nos voisins perçoivent tous ces éléments-là. Et c'est d'ailleurs comme ça qu'on peut des fois avoir notre voisin qui va continuer à faire entendre cette nuisance sonore dont on ne peut plus supporter, mais pour lui, il n'entend plus parce que ça fait partie de son quotidien. Claude, tu évoquais les enfants, les jeunes qui ont l'habitude même d'entendre ça. C'est partie de notre vie. Donc comment faire prendre conscience aussi à cet aspect-là, parce que tous ces objets-là, ce sont des objets amplifiés, qui sont par-dessus, donc qui sont déjà un élément amplifié. Mais est-ce que c'est en arrêtant cette amplification, ou est-ce que, comment vont réagir les personnes, puisqu'on baigne dans cette amplification partout, on prend le métro, notre amplification, elle est là, elle est présente. Est-ce que vous pensez que on va réussir à ce qu'il y ait cette écoute-là, juste en prêtant cette oreille à cet aspect, j'ai envie de dire, acoustique, alors que c'est présent dans notre système, même dans notre système cérébral, où nos connexions sont reliées à ça. Je vous lance. C'est vous qui faites les choses, c'est pas moi qui les fais, après j'en fais, mais c'est vous qui... Parce que dans vos expériences, les personnes il n'y a pas de résistance, les personnes rentrent complètement dans cette approche-là. J'ai envie de dire que là, les monsieur et madame tout le monde, est-ce qu'ils rentrent facilement dans ces approches-là? Est-ce que les politiques sont favorables à ça, alors que c'est tellement agréable d'avoir une fête sur une place, et puis on va mettre la musique, puis tout le monde est là, et puis on y va. Et c'est souvent ce qu'on fait. Puis même, je dois dire, même quand on va au concert, j'irais même, je sais pas quand je travaille, mais moi ça m'arrive d'aller à l'OSM, et puis d'avoir à la pause, j'ai encore la musique du dernier disque qui est sorti à la pause, à l'entracte. Je pourrais reposer mes oreilles juste parce que je viens d'entendre une symphonie, et peut-être que j'aurais besoin que mes oreilles s'arrêtent pour entendre la deuxième partie, mais on remet un autre enregistrement auquel je m'ennuierais, peut-être qu'il y a une peur du vide, je ne sais pas. Est-ce que c'est facile d'amener ces projets-là, justement, d'amener cette écoute, ou il y a des résistances? Moi, je dirais qu'il y a quand même, malgré que j'ai envie de défendre mon médium, on va dire, force est de constater que le paysage sonore, à un moment donné,
on s'y habitue. Puis même moi, je m'y habitue. J'ai grandi en banlieue parisienne où il y avait au-dessus il y avait un couloir aérien, on entendait des avions, puis à un moment donné, on faisait plus attention qu'il y avait des avions. Donc je voudrais pas aller dans vraiment dire aux gens, mais vous voyez, vous écoutez pas bien. Puis c'est l'environnement sonore. À un moment donné, on s'y habitue et notre cerveau est pourtant pas programmé pour tous les jours se dire. S'il y a des sons qui sont... Parce que l'écoute a beaucoup été faite, mais a été un sens important pour le sens du danger dans l'environnement, je veux dire, dans les espèces qui vivent. On écoute du danger, donc à un moment donné, si on sait que c'est pas un danger, le son, on va l'éliminer de notre conscience, puis notre cerveau va passer sur autre chose. Mais je pense qu'il y a des choix, dans le paysage sonore, comme je disais, il représente une culture. Et là, on est face à des enjeux environnementaux importants. Donc moi, c'est très lié entre la perception humaine, ça c'est psychoacoustique en fait. Mais moi, je réponds peut-être pas tout à fait à la question, mais je vais revenir là. Ok, c'est bon. Mais moi, j'ai trouvé ça intéressant moi-même de me rendre compte qu'à un moment donné où je voulais vraiment plus, où ma conscience environnementale progressait, que d'un coup, je pense que j'ai fait un tri sélectif dans mon psychique des sons de provenance de véhicules et de nature humaine. C'est tout lié, c'est pour ça que moi, le paysage sonore, j'ai envie de le voir comme un espace dans lequel il faut raconter une histoire et créer la société qu'on veut un peu. Tu sais, c'est qu'est-ce qu'on veut promouvoir et donc qu'est-ce qu'on veut amplifier. Donc on dit amplifier par des haut-parleurs ou amplifier... À quelque part, là, on est à l'ère des véhicules électriques où on choisit de mettre des sons que produit un véhicule pour qu'il fasse un bruit, justement, et que ce ne soit pas le silence et que ça ne soit pas dangereux. Donc, c'est quand même un son amplifié sans être par une boîte de son. Donc, c'est ça, c'est un choix. On a des histoires à raconter et on a une culture à créer dans le paysage sonore. Alors justement, quand tu fais des projets, par exemple, dans la Laudière, ouais. Et puis même la région s'implique dans tout ça. Donc ça veut dire qu'il y a une réponse positive de l'aspect de la région, de pouvoir amener à cette écoute que sa population arrive dans cette démarche-là. Est-ce que ça s'est fait plus là facilement vous avez ça, vous avez écouté, vous découvrez ça, ou est-ce qu'il a fallu aller convaincre, et comment il a fallu aller convaincre cet aspect-là? Bah, oui, il y a des petites choses qui se passent, mais il n'y a pas de réflexion sociétale sur le paysage sonore, même dans la Naudière. Moi, je fais des petites présentations artistiques par-ci par-là, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, les questions environnementales interpellent tout le monde. Et moi, quand je dis je vais enregistrer des oiseaux et que je vais les faire découvrir et que je veux parler de notre biodiversité sonore, faut le dire, j'y crois moi-même, mais ça joue avec des codes et des mots-clés qui interpellent les gens aussi en ce moment. Biodiversité, protection de l'environnement, c'est des questions que tout le monde se pose ou presque. Donc à partir du moment où je veux parler des oiseaux, bah, je sens que ça interpelle les gens. Si je dirais aux gens, et d'ailleurs c'est quelque chose qu'on ne peut pas faire, dire je sais pas, les skidoo, c'est infernal, on veut éradiquer le bruit des skidoo, c'est quelque chose qui n'est pas possible de toute façon. Il y a plein de gens, et tu croises des gens, des jeunes, des plus vieux, des adultes, pour qui c'est important, ça fait partie de leur culture, et à la limite, ils reconnaissent tous les bruits du skidoo diesel de telle année, puis tu sais, c'est... Donc, ils ont développé une autre écologie sonore. Ouais, c'est ça, ils ont leur propre réalité, mais moi je sais plus, je me perds encore un peu, mais je sais que ce qui intéresse dans la région, ou même moi, c'est quand je parle des sons de notre biodiversité. Ça interpelle un peu parce que c'est aussi un genre de message positif en fait, plutôt que de vouloir dire les pas bons, on n'en veut pas. Tu sais, moi je suis personne, je fais partie de la vie humaine et du paysage sonore comme tout le monde, fait que je peux rien imposer au reste des gens. Claude, l'association canadienne en écologie sonore, donc à bientôt 30 ans, est-ce qu'il y a eu un changement entre le début et maintenant? Et comment? Je veux reconnaître que mon collègue Aaron Lewis Rosenberg est ici, qui est sur le membre du conseil d'administration, et aussi Simone, juste parce que je suis pas seul. En fait, je suis plus sur le conseil d'administration.
L'Association canadienne d'écologie sonore, en anglais, c'est CASE, Canadian Association for Sound Ecology. Je dis pas de raconter l'histoire, Non, mais c'est qu'il y avait à un moment donné... Pour raconter un peu l'histoire, parce qu'en 1993, au Banff Center, il y a eu une très grande rencontre qui s'appelait le Tuning Road, le même titre que le livre de Schaeffer. Puis il y avait Pauline Melrose, puis Paul Schaeffer, puis 200 personnes de partout le monde. C'est à ce moment-là qu'on a créé le Forum mondial pour l'écologie sonore. 3 ans après, on a créé une association canadienne. Et l'idée, c'était qu'on ait un réseau international d'écologie sonore dans le sens large. Parce qu'à l'échelle du monde, il y a de très différentes approches. Donc, l'association, à l'époque, on était beaucoup influencé par Murray Schaeffer parce qu'il était là. Et on faisait des projets avec lui, des Hildegard. Puis ça a évolué à fur et à mesure que des plus jeunes sont arrivés avec un autre regard. Des fois critique de Murray, des fois non. Mais ça évolue et maintenant il y a un conseil d'administration, il y a des activités, il va y avoir bientôt plus de participation avec le public, etc. Mais l'idée d'une association, et en particulier en lien avec une association internationale, c'est de pouvoir se parler dans un domaine extrêmement large. Parce que ce n'est pas juste interdisciplinaire, c'est transdisciplinaire. Donc l'association, il y a des chercheurs, il y a des preneurs de son, il y a des acousticiens, acousticiennes, il y a des compositeurs, il y a des profs. Donc c'est ça qui a toujours été intéressant avec l'écologie. Là, je vais finalement répondre à ta question. Ce qui est intéressant avec l'écologie sonore, c'est à quel point que c'est large et qu'à travers le son, on touche tout. Et donc c'est vraiment intéressant de parler de racisme avec le son, de parler d'équité avec le son, de parler de ci, de ça. Donc l'aspect social, l'aspect contextuel, l'aspect transdisciplinaire est ce qui, pour moi, c'est une des raisons qu'on a créé une association pour qu'on puisse se parler. Vous êtes tous bienvenus, c'est gratuit. Vous avez juste à aller sur le site web et mettre votre courriel, puis vous allez devenir membre. On fait des rencontres régulièrement, puis il y a des activités comme ça. Donc l'association est utile dans la mesure que le domaine est tellement large qu'on peut apprendre les uns des autres là-dessus. Mais je voulais dire une autre chose par contre, si je peux. Une chose qui m'attriste énormément, il y a un artiste, je me suis oublié le nom de l'artiste, qui faisait des oiseaux artificiels. Pourquoi tu fais des oiseaux artificiels quand il y a des vrais oiseaux? L'artiste a dit, parce qu'un jour, il n'y aura plus d'oiseaux, ou trop peu d'oiseaux, puis on veut se souvenir de quoi ça a l'air un oiseau et comment ça sonne. Je dis, voyons donc. Donc ça, c'est la première histoire. Puis l'autre, c'est récemment aux États-Unis, je participe à un groupe qui s'appelle Echo Art Space, c'est des artistes écologiques. Puis il y a un groupe sur le son, puis il y avait une présentation d'une femme qui termine un doctorat, j'oublie son nom de famille, mais elle communique, elle essaie de communiquer avec des fourmis et d'autres espèces avec le son. Et ça, c'est intéressant. D'essayer, au lieu de s'imposer sur les arbres, sur les oiseaux, et de dire « Moi, je m'exprime humain! » Wow! Comment ils entendent les arbres, les fourmis, les oiseaux? Comment ils réagissent à notre cacophonie anyway? Et comment on pourrait dialoguer égal à égal avec d'autres formes? Pour moi, ça, c'est comme le futur de l'écologie sonore. Si on a un futur sur la planète, il faut apprendre à dialoguer, collaborer, avoir des relations avec tous. Et puisqu'on est des artistes sonores, on peut parler aux humains de temps en temps, mais aux autres. Et ça, c'est facile. Non, je vais encore revenir quand même à cette association, parce que elle existe, il y a 30 ans d'existence, mais et puis Murray Schaeffer a fait aussi avancer des choses, et puis tout ce gros regroupement fait avancer les choses. Mais qu'est-ce qui se passe au niveau politique? Parce que moi, je trouve qu'on est quand même encore envahi, que la sensibilisation, que ce soit dans nos écoles, que ce soit dans nos hôpitaux, que ce soit dans nos centres commerciaux, je dis, c'est toujours là, cette problématique du sonore qui est envahissant. Donc,
qu'est-ce qui fait que ça, il n'y a pas de transformation? Alors je sais, on respecte chacun dans son évolution, sauf qu'on a quand même, avec, à travers les études, à découvrir quand même qu'il y a des soucis quand même au niveau de l'ouïe, il y a de plus en plus de personnes qui sont sourdes de plus en plus jeunes, il y a des impacts, on le sait, on l'a vu encore hier, on l'a évoqué sur les maladies d'Alzheimer, sur Parkinson, il y a plein de choses on sait que tout ça a un impact. Et qu'est-ce qui pourrait, est-ce qu'une association comme ça pourrait aller agir plus haut sur justement ces entités? Et peut-être qu'il y a déjà eu des actions. Oui, oui. Si Moi, j'étais absent 25 ans parce que j'ai élevé une famille puis j'avais un emploi au Conseil des arts. Mais je sais qu'il y a eu des pressions et des campagnes, surtout en rapport avec le bruit et la pollution sonore. En fait, le World Soundscape Project, en les années 70, a commencé avec la problématique des avions qui passaient sur l'hiver et la pollution sonore. On parle beaucoup moins de la pollution sonore maintenant, même si c'est encore un problème, parce qu'il y a beaucoup de travail législatif depuis 40 ans, grâce en partie au travail de Schaeffer et d'autres. On est beaucoup plus sensible, on veut un environnement de même, on l'a dans plusieurs cas. Ce dont l'association parle ces jours-ci, c'est, par exemple, des questions éthiques autour de l'enregistrement. À qui appartient le son? Ça, c'est une question, est-ce qu'on a le droit d'utiliser le son de l'oiseau sans la permission de l'oiseau? Hein? Pas évident. Et il y a aussi, le problème avec notre association, c'est qu'on est surtout des artistes, on n'est pas des chercheurs en acoustique, il y en a quelques-uns, mais donc c'est plus un travail artistique. Mais il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Moi, ce n'est pas ma priorité, moi je travaille sur d'autres choses, mais peut-être mes collègues vont en parler parce que sans doute il y a de la réflexion. Mais ce qui manque, c'est la communication à l'échelle régionale, nationale et internationale. Même si on a des associations, les gens sont occupés, c'est difficile de voyager, blablabla. Moi, je pense que n'importe quelle association qui peut faire communiquer les experts et travailler entre eux, et éventuellement s'entendre sur des principes, puis faire une pression, de dire, voici, on fait une campagne sur le X, Y, Z, mais avant ça, il faut se parler. Est-ce que tu veux réagir justement, parce que les documents, il y a quand même... Je dirais surtout, c'est peut-être moins relié à mon domaine d'expertise en tant que tel. Moi, je travaille vraiment plus sur l'impact d'installations sonores sur la perception des environnements urbains. Mais par contre, c'est une question qui est quand même centrale pour notre équipe du sonore. Et en fait, par exemple, il y avait eu un projet où on avait regardé plein de législation à propos de la régulation du bruit, et on avait remarqué justement que c'est pas du tout consistant, qu'il n'y a pas de législation globale au niveau fédéral qui permette d'encadrer le bruit, un peu comme on peut voir qui commence à se faire de plus en plus en Europe par exemple. Et ça, c'est une question qui est centrale, même si nous on montre qu'il y a la question du bruit qui est toujours un gros problème à régler. Et par contre, le mieux, ça serait aussi de considérer pas seulement le bruit, mais aussi le son comme une ressource d'emblée, ce qui permettrait de mieux aiguiller justement le processus. Mais bien sûr, après, il y a une question à la fin de s'il y a un intérêt politique ou pas pour ces questions-là. Que ça, on ne peut pas forcément influencer du côté de la recherche. Mais avec malgré tout ce souci en amont peut-être d'élaboration, et là Romain n'est pas là avec nous ce soir, mais il aurait pu rebondir allègrement parce que c'est un des... Montréal vient juste de lancer justement son étude justement sur les nuisances sonores justement avec la vie nocturne, donc puisqu'en fait la législation est encore très flottante, on l'a vu dans les salles de spectacle, mais justement comment on prend en compte cet aspect-là dans le paysage urbain également. Donc là, on voit qu'il y a quand même certains enjeux de pouvoir arriver à persuader quand même nos politiciens et puis quand même nos citoyens aussi, parce qu'on a évoqué tout à l'heure que selon quand même les contextes économiques où justement on observe les différents paysages sonores selon les régions, il y a une plus ou moins sensibilisation justement à cette question du son. Est-ce que vous pensez dans le futur
ira vers une grande prise en compte de ce paysage sonore. Ce serait quoi les perspectives, justement, selon vous? Est-ce que tout le monde va se mettre vraiment à écouter les éléments, les fourmis, ou va dialoguer? Est-ce que vous pensez que c'est ça l'avenir? Non, mais il y a un lien quand même que je vois entre ce qu'ils ont dit tous les deux, la législation et la communication avec les fourmis, parce que moi j'ai tendance à supposer qu'il y a plein de chercheurs, biologistes, bioacousticiens qui s'intéressent à la perception justement d'autres espèces. Tu sais, on a déjà des connaissances là-dessus, fait que au niveau de la législation, on pourra avoir fait des recherches sur l'aspect plus biologie. La législation qui existe, principalement que j'ai vue, au niveau fédéral, moi si je me trompe, elle concernait surtout les environnements de travail. J'ai vu qu'il y avait comme beaucoup de législation par rapport au niveau de bruit dans les milieux de travail, mais tu sais, en continuant de considérer l'environnement comme un tout, comme laissant de la place aux autres êtres vivants, est-ce qu'il y en est, je dirais que ça serait possible, et j'espère qu'on puisse mettre en place des législations pour s'intéresser à connaître les impacts de bruit de telle fréquence et de tel niveau de fréquence sur d'autres espèces. Si on veut vraiment protéger l'environnement, à un moment donné, il faudrait probablement aller vers ça, je pense. Mais c'est pas pour tout de suite, je pense. Parce que les défenseurs de l'eau, plusieurs associations de défense de l'eau seraient très très heureuses de vous entendre, parce que ça fait des années qu'ils essaient aussi d'avoir ce travail sur les conseils que les baleines descendent dans ne remontent plus à cause des nuisances sonores. Ouais. Ça fait très longtemps qu'ils essaient de défendre ça, mais ça n'a pas l'air de... Parce qu'il y a peut-être des enjeux économiques, peut-être, qui font que... Mais là, il y a eu un projet au Québec, là, c'était le projet Mars, à Rimouski, qui, eux, c'est des chercheurs qui ont étudié comment au moins réduire le bruit des bateaux, d'un point de vue comme structurel, l'utilisation du moteur, la vibration de telle cavité. Donc il y a des réflexions, mais c'est sûr qu'entre l'étape de recherche des chercheurs qui disent voici l'analyse, puis la modification des bateaux, il y a un pas. On se heurte à quoi donc par rapport à ça? On voit des... Je sais pas, j'ai peut-être mon idée, mais c'est pas mon idée. Moi, je dirais des priorités, en fait, des priorités de société, en fait. On a vu pendant la pandémie, à quel point, finalement, pour des raisons de type divers, on est capable de faire des choix drastiques et de tout fermer, et c'est pas au niveau environnemental. On dirait que l'inquiétude n'est pas au même niveau. En fait. Donc, c'est quoi la question? Je cherchais qu'est-ce qui pouvait coincer, pourquoi on n'était pas directement bras ouverts à transformer tout ça. C'est quoi les enjeux qui bloquent à ce point les croyances. Je dirais les croyances. Mais... Claude? Pour répondre honnêtement à ta question, la prise en compte des paysages sonores, la façon dont la crise écologique et la dégradation environnementale avance, c'est déjà très avancé dans les normes, etc. On va être dans des situations catastrophiques plus souvent que non. Et on va arriver à des situations de silence par absence de vie à cause du feu et d'autres phénomènes. Pas aujourd'hui, pas demain, mais dans 10 ans, dans 40 ans, on serait encore en vie. Et c'est à ça que je pense au niveau sonore. Je fais une projection de, pas comment le citoyen va écouter, mais comment le citoyen va avoir une mémoire sonore de ce qu'on avait et comment ramener, faire renaître à long terme ce qu'on a perdu de notre patrimoine sonore par notre insouciance écologique. C'est ça que je pense. Je ne pense pas à court terme. Ces questions-là sont intéressantes intellectuellement, mais pour moi, c'est pas ça le problème. Et alors, tu évoques cette perspective-là, donc quand on a ces transformations-là, est-ce que vous pensez que tout un chacun est prêt à ça? Parce que
faut pas oublier que l'environnement sonore et le paysage sonore dans lequel on vit, là j'irai un peu du côté de chez Unicos, c'est l'enveloppe sonore, c'est ce qui nous permet d'être en sécurité, c'est ce qui nous permet d'être, c'est ce holding qu'on a en permanence depuis qu'on est tout petit, dans lequel on vit depuis tout le temps. Tu connais ça, Oui, je connais ça. Et donc ça veut dire que s'il y a ces transformations-là, d'un seul coup, dans quel état va être cet être humain qui peut-être n'a pas été préparé? On a parlé de tout ce qui nous entoure avec les amplifications. Que pourrait-il se passer sur nos... Est-ce qu'il y aurait un impact sur nos santé mentale? Est-ce qu'il y aurait un impact sur notre qualité de vie aussi? Peut-être justement au regard de ce que vous proposez chacun, qu'est-ce que vous observez quand vous faites vivre ces moments-là aux citoyens? Qu'est-ce qui se passe de particulier dans ces moments-là? Est-ce que c'est ordinaire pour les personnes qui découvrent, quand ils découvrent ton travail, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est ordinaire ou c'est une découverte? Et je pense aussi, on a pour tout à l'heure, et là je lance Claude, parler de promenade sonore, est-ce que quand les personnes font leur première promenade sonore, est-ce que c'est ordinaire ou c'est un moment déclencheur pour quelque chose? Ben, ici à Montréal, il y a beaucoup de travail avec des promenades sonores, on peut appeler ça amplifiées avec des écouteurs. Je trouve ça vraiment intéressant d'utiliser les technologies GPS et compagnie pour faire des expériences de promenade plus riches. Et donc, le processus de découverte du son régional est important pour les citoyens. De savoir où ils vivent, puis d'avoir l'aide d'artistes ou d'autres. Ça, il y a beaucoup de valeur à ça. Et des fois, on amplifie, des fois, on enlève. Mais la découverte, pour moi, la découverte, c'est d'être conscient du moment dans lequel on vit et de ce qu'on est en train de faire avec nos technologies et de ralentir le pas. Quand j'ai fait une entrevue avec Hildegard Westerkamp, en début, c'était en pleine pandémie. C'était très beau d'ailleurs, c'est l'épisode 22 de mon livre, du côté anglais, le content. Mais elle a dit, je ne peux pas le citer là, mais if only we slow down and listen, the world will get better. Si on ralentit et qu'on écoute, le monde va s'améliorer. C'est un message très simple, simpliste, mais pour moi, c'est ça qui est fondamental. On va trop vite, c'est trop fort. Et si on peut quand même faire des interventions, mais si on peut ralentir le pas, prendre conscience de ce qu'on a, ce qu'on est à la veille de perdre, et qu'est-ce qu'on veut garder ici? Parce que quand tu poses la question à un citoyenne, qu'est-ce qui est important dans ton quartier? Ils vont dire les enfants. J'adore le son des enfants qui filtrent, les sons d'oiseaux le matin quand il n'y a pas de trafic. Je remarque une certaine espèce. Ils vont parler de toutes sortes de choses délicates, très belles, qui font partie de leur vie. Mais personne ne leur a posé la question. On ne sait pas. Mais c'est pour ça que je reviens toujours à la relation avec les citoyens. Posons-leur la question, qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important pour vous? Qu'est-ce qui vous donne la joie? Qu'est-ce qui vous fait peur? Et la peur aussi, ça fait partie des enjeux parce que les gens ont peur des sons qu'ils ne peuvent pas voir. Donc, par exemple, des sons de tambour qui ressemblent à quelqu'un qui vient d'un autre pays où ils ont été traumatisés par la guerre, par exemple. Ils entendent certains sons qui sont terrifiés. Est-ce qu'on est conscient que certains sons pourraient terrifier certaines personnes dans notre communauté? Donc, c'est toujours une question de poser des questions et de savoir l'impact de n'importe quelle intervention, n'importe quel phénomène sonore. Puis de préparer le terrain pour à la fois la préservation de certains sons. Et s'il le faut, là, mes oiseaux artificiels, s'il faut passer par une période d'oiseaux artificiels, OK. En attendant que les oiseaux reviennent. On appelle. Moi, c'est juste trop. Toi, ton expérience, non aussi, parce que tu es à la fois dans la nature, puis tu donnes ça aussi, tu récoltes aussi de tous ces éléments-là, tu les donnes aussi dans le cadre de concerts ou de documentaires occasionnés. Quelles sont les réactions justement des personnes? Généralement, avec les sons de la nature, entre guillemets, les oiseaux, les paysages sonores naturels, il y a quand même
un genre d'émerveillement ou de bien-être. C'est assez difficile que les gens vont dire arrête-moi ça, là. Pourquoi tu joues à cet oiseau-là, là, c'est désagréable. Il y en a que les gens aiment moins, mais ouais, c'est un truc d'émerveillement. Je pense que les gens ont quand même envie globalement de connecter au territoire, de connaître. Comme je dis, c'est lié aux enjeux d'aujourd'hui. Peut-être que ça ne serait pas pareil dans n'importe quel moment de l'histoire. Même si j'avais la technologie pour faire écouter, enregistrer les oiseaux à une autre époque, peut-être que ce ne serait pas pareil. Mais c'est notre réalité, puis moi je vis dedans, et c'est pour ça que je fais ça. C'est ça. Fait qu'il y a comme un grand intérêt. Après, tout ce que je fais avec les récits des gens peut être intéressant, mais je remarque que ouais, la nature, les gens en demandent. Ouais. Mais alors pourquoi on n'a pas tout ça dans nos supermarchés? Je sais pas, on devrait avoir son nature. Je sais pas, moi je me questionne, vous voyez, quand je vous entends, on ne sait pas ce qu'on nous envoie. Pourtant, il y a sûrement une raison pourquoi on nous envoie autre chose. Ça a sûrement été étudié par d'autres biais, mais on devrait se dire que les gens devraient réagir par rapport à ça. Ouais, non, mais c'est en soi, dans le supermarché, le but, c'est pas d'avoir un environnement sonore agréable, c'est de pousser à vendre des produits. Voilà, c'est ça. Donc, du coup, la question, elle se pose même pas. La question, c'est plus quelle musique on va jouer pour que les consommateurs soient les plus stimulés à acheter. C'est peut-être l'inverse de, par exemple, ce que proposent en général les artistes sonores dans les environnements extérieurs. C'est un peu l'idée est totalement opposée. Et en tout cas, pour revenir à cette question peut-être plus du futur des sociétés, je trouve que ce qui est intéressant, c'est que la question du son est très complémentaire avec les autres questions qui sera à régler sur un monde plus viable. Et par exemple, l'essentiel des pollutions sonores vient quand même du métabolisme des villes, donc notamment le transport, les choses comme ça. Et tout ça, c'est des questions, si on essaye de les régler, par exemple en proposant des mobilités alternatives, des choses comme ça règle aussi une partie de la question du son en fait. Ou alors on propose justement plus d'espaces verts qui vont attirer de la biodiversité, etc. Donc en fait, toutes ces questions elles peuvent aussi s'imbriquer très bien en fait. Est-ce que la question du sonore pourrait être la locomotive de ces transformations-là? Ou vous pensez que le son va venir, ce que vous décrivez, c'est que le son va prendre le train en marche, mais est-ce que ça pourrait pas être... Ça paraît être une bonne manière de mesurer peut-être l'état d'une ville. Enfin, j'ai réfléchi à voix haute, mais justement, près des grosses intersections, on sent peut-être tout de suite qu'il y a un problème dans l'environnement sonore. Donc peut-être c'est une idée intéressante. Après, de manière réaliste, je ne pense pas que c'est ça qui va mener à des pressions politiques qui permettront des grosses décisions. Mais c'est une bonne manière, je pense, de mesurer. Non, mais c'est hyper intéressant ce qui est dit, dans le sens que le paysage sonore, puis je pense que Claude l'a dit un peu plus tôt, c'est une vision, ok, on analyse un phénomène, mais après c'est plus lié dans un espace plus grand, comme effectivement les questions de mobilité, on réduirait le nombre de voitures sur la route, puis on réglerait des problèmes de paysage sonore en même temps. On ferait des transports en commun, puis on réduirait, tu sais, tout ça c'est lié, donc ça fait partie d'un grand phénomène. C'est pour ça que moi je reviens souvent, le paysage sonore, c'est culturel, c'est sociologique, c'est évident, c'est même ça s'interprète, c'est selon les rapports que les gens ont avec l'histoire, avec leur propre histoire. Je me souviens, il y a un bûcheron dans un village très connu que j'ai interviewé. Il dit, c'est comme moi j'ai connu l'arrivée de la scie à chaîne. La première question que je lui pose, j'ai dit, mais vous ne trouvez pas ça trop brillant? Puis instinctivement il dit, pas en tout, c'était un outil comme incroyable pour vivre, tu sais, genre ça nous a facilité la vie. Donc c'est ça, tout ce que je veux dire par là, c'est comme un exemple précis, mais c'est que ça fait partie d'enjeux plus globaux. Ouais. Est-ce que vous voudriez poser des questions à nos invités, réagir, parce que est-ce que vous auriez des questionnements, des réflexions, des commentaires? Ouais, ben moi, je vais juste renchérir sur la notion de l'aspect culturel, en fait, parce qu'il y a quelque chose qui
toute cette discussion-là, puis cette approche-là, tout ça, est quelque chose qui est quand même très occidental, parce que, par exemple, on s'en va en Asie. Je ne sais pas si vous avez été à Tokyo ou à Séoul, qui sont des très grosses villes. Tu tournes un coin de rue, puis c'est complètement silencieux. Il y a cette tu sais, à Séoul, je me rappelle, j'étais devant un chantier de construction qui avait un débitmètre qui était montré à la Donc pour vous, c'est dans leur culture aussi d'avoir cet attentisme-là au son. Fait que je pense qu'il y a quelque chose qui, avant tout, devrait passer par la prise de conscience de l'apport de notre son dans notre vie. Puis je pense que c'est ça que vous essayez de dire aussi, justement, les marches sonores ou ces activités-là, c'est toutes des activités de reconnexion, je pense, avec l'écoute. Puis il faudrait qu'il y en ait partout, selon moi. C'est quelque chose qu'il devrait y avoir dans les écoles. C'est quelque chose qui est juste pour se reconnecter avec notre écoute. Après, c'est quelque chose qui te touche ou pas, mais au moins tu es conscient que ce sens-là existe. Puis tu sais, il faut accepter le fait que dans nos villes, il y a des bruits, c'est une ville. Il y a des bruits, il y a du fonctionnement. Tu es dans un coin de rue, il va y avoir des bruits de char. Puis ça fait partie de ça, puis il faut l'accepter, il ne faut pas se battre contre ça, mais il faut plus apprendre à vivre avec, puis être capable d'avoir une relation qui est plus harmonieuse, je pense, avec notre relation avec. Puis pas tout le temps dans la confrontation, parce que je pense que après, si on est capable de bien vivre avec, mais on va plus être dans la confrontation, puis on va être capable de souligner l'aspect comme quoi c'est des marqueurs de dégradation écologique. Ça va plus transparaître, puis ça va moins être, on ignore, tu sais, je sais pas trop, il y a quelque chose, il y a une connexion qui doit se refaire, en fait, dans l'écoute. Puis ça passe par la sensibilisation beaucoup, je pense, tu sais. Puis dans l'intégration dans notre culture. Ouais, puis si tu peux dire pour moi. Puis ben, mettons en lien avec faire des choix de société, puis reconnecter avec le territoire, reconnecter avec l'environnement. Tu sais, justement, vu que c'est tout attaché, si tu t'intéresses à la protection de l'environnement, moi je m'intéresse beaucoup au développement local. Donc c'est aussi, tu sais, en revenant à la question centrale qui est de paysage sonore amplifié, qu'est-ce qu'on peut donner dans l'espace public comme sons qui peuvent nous aider à réfléchir sur les questions environnementales. Et c'est pour ça que moi j'enregistre des oiseaux puis je tente de les faire découvrir parce que je suis persuadé que s'intéresser à son environnement puis s'intéresser aux autres êtres vivants, c'est au moins un petit peu dans son quotidien des fois dire comme ah bah c'est vrai, tu sais, genre les oiseaux ils ont une vie et le paysage sonore on le partage avec les autres, tu sais. Donc mettons dans un coin de rue il y aurait peu de bruit ou au lieu qu'on décide de mettre de la musique devant une devanture de magasin, s'il y avait des espaces où on serait capable de, tu sais, moi voilà, je parle pour moi là, mais de diffuser des sons des oiseaux de notre environnement juste pour que les gens se les imprègnent, puis après ils vont en forêt, ils les reconnaissent et qu'ils connectent, ils font des liens entre le territoire et comme c'est ça, et notre environnement, c'est ça, le connaître. Parce que je pense qu'on protège, on protège ce qu'on connaît et ce qu'on apprécie. Donc il y a quelque chose dans ce que tu disais, la sensibilisation, puis on en a tous parlé, la sensibilisation c'est aussi comme sensibiliser aux autres êtres vivants et à notre volonté de le protéger en fait. Et je pense même, la beauté de ça, c'est que probablement qu'on se protégerait nous-mêmes en faisant ça. A priori, c'est ce qu'on dit avec les trucs environnementaux, c'est qu'on se tire une balle dans le pied à défaire les écosystèmes. J'anime des marches sonores là, avec du monde, puis c'est arrivé une fois que j'en ai fait une dans le parc L'Île de la Visitation. Puis dedans, il y avait une personne qui c'était la première fois qu'il faisait ça. Puis il y avait j'ai senti qu'il y a eu un éveil, mais c'était comme hey, moi je m'en vais dans ce parc-là souvent pour me reposer, puis je m'en vais marcher, puis je suis comme je suis en nature, des arbres, puis tout. Là, tu m'as fait réaliser qu'il y a la 19 à côté, puis qui passe tout le temps, en fait, je me repose jamais vraiment. Parce que j'ai tout le temps ce sens-là de. Je suis tout le temps reconnecté à il y a des obligations, il y a la ville, tu sais, ça. Il y a tout le temps cette écoute-là, ce subconscient-là qui est dans l'écoute. Puis, en tout cas, j'espère que cette personne-là a été plus sensibilisée après, mais tu sais, ça passe par des moments comme ça pour amener les gens juste à cultiver le temps qu'ils doivent prendre à écouter, en fait. Ouais, puis je ferais du pont avec ce qu'a dit Claude, avec la citation, de ralentir. Parce que aussi, justement, là, quand on continue de penser à notre vie, c'est qu'on est dans un avant de il faut que j'aille au travail, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela. Et quand
on s'intéresse à l'environnement quand on a comme un slowdown, puis là, tu te mets à écouter, puis à détailler, à découvrir, parce que c'est vrai que c'est comme un effort à quelque part au début de dire je vais essayer d'identifier tel ou tel oiseau. Et pour ça, il faut avoir du temps, c'est ça, et c'est nécessaire en fait, c'est primordial. Mais créer des espaces d'écoute et de détente pour se reconnecter, c'est ça en fait qu'elle voulait dire, je pense. Il me semble qu'il y a 4 petits phénomènes. Hein. Le phénomène de l'écoute, dont tu viens de parler, la prise de conscience. Le phénomène du dialogue avec le citoyen, le dialogue avec les espèces, etc. L'aspect création et aussi design, qui fait qu'on change en fonction. Et le côté législatif, qui fait en sorte qu'en tant que citoyen, on s'entend sur certaines normes. On va dire, on veut tous X, Y, Z, que le bruit soit réduit à 11 heures, il y a déjà plusieurs choses en place. Mais il y a une belle dynamique là-dedans, avec l'écoute étant le principal, l'écoute de soi-même, l'écoute de l'autre, mais aussi de toute cette dynamique-là, qui c'est toujours en mouvement. Puis les artistes apportent énormément, parce qu'ils savent comment contribuer et comment se taire aussi. Comment ne pas avoir, comment participer d'une façon plus indirecte. Avec des traces, avec des processus, avec des publications, avec toutes choses. Donc, voilà. Côté éducatif, essayer de toucher les gens, puis de sensibiliser les gens. Je veux dire qu'on va suivre les choses pendant quelques décennies. Je pense qu'il y a un certain progrès. La notion de paysage sonore commence à se généraliser, la notion de pollution sonore. Les gens en parlent, les gens y pensent. C'était pas le cas il y a 30 ans. C'est l'influence de... Mais je trouve que l'évolution est très lente. Ça va, mais on a une culture visuelle. Et, quand on fait le contraste avec une culture asiatique, c'est évident que... Moi, je trouve que si on veut vraiment changer les choses, il faut éduquer les ingénieurs, les architectes, les urbanistes à la dimension sonore. Les donner des cours là-dessus, des cours importants, informatifs. Il y a des manques dans la formation, comme chez les médecins. Jusqu'à tout récemment, on ne formait pas les médecins à la relation psychologique avec les patients. C'est fondamental. Est-ce qu'on forme les architectes et les urbanistes à travailler la dimension sonore? Pas beaucoup, je pense. On élimine les bruits, mais après ça, on les élimine après. On dit ça, et je pense dernièrement avec le REM faisait trop de bruit, donc finalement on va oui, c'est ça. Ils vont mettre des coussins sur les rêves, mais on ne l'a pas fait avant. Ça passe dans le quartier Saint-Henri, où il y a la compagnie Alstom qui fait le triage du train à travers le quartier Saint-Henri depuis des décennies, à 10 mètres des maisons habitées. On n'a même pas remarqué ça. Enfin, les gens qui habitaient là remarquent. C'est énorme, mais il y a certains spécialistes qui faut vraiment éduquer. D'autres réactions, des commentaires, questions? On va voir. D'autres réactions? On en a toujours, mais je voulais dire par rapport à ça, c'est vrai que moi j'ai pas connu les débuts de travaux du World Soundscape Project et tout ça, mais effectivement je trouve que dans la presse, il y a de plus en plus de recherches aussi, les scientifiques en comportement animaux, biologie, qui s'intéressent à la notion de pollution sonore. On voit des articles plusieurs fois par année quand même paraître, donc je serais d'accord de dire qu'il y a des choses qui se passent et la conscientisation est presque là. Après, c'est comme la mise en place des actions qui restent à avoir. Mais il y a toujours mieux à faire et on continue à progresser. Mais c'est vrai que je pense que c'est mieux aujourd'hui qu'il y a des technologies aujourd'hui pour étudier les comportements des animaux, leur oui, en tout cas, il y a plein de choses qui nous permettent aujourd'hui de progresser là-dessus. Merci, est-ce que tu veux... Oui, c'est
j'ai pour habitude de conclure, de prendre donc, certaines de vos interventions. C'est sûr que là, le sujet est tellement large que c'est difficile de conclure parce que les notes que j'ai prises vont un petit peu à droite et à gauche. Mais Richard Martin, qui était un de nos invités l'an passé, disait que on était dans le cadre toujours des salles de spectacle, mais là pour la prévention des professionnels, la prévention auditive des professionnels liés aux salles de spectacle. Et il disait que la politique aujourd'hui, le problème était qu'elle était plutôt curative que préventive. Et effectivement, non seulement on est sur cette problématique-là, parce que finalement c'est un problème politique, on ne va pas se cacher, mais en plus, c'est un combat, par exemple quand on parle de l'écologie sonore, ça reste quand même le parent pauvre du combat écologique. Et puis, on a conscience que c'est un problème particulièrement important, le problème de pollution sonore, ou tout ce qui est lié au bruit, mais ça a un coût. Ça a un coût aussi pour les politiques, qui est énorme, et ils ne veulent pas donc faire évidemment ce qu'il faut. Je prends des raccourcis, hein, mais donc c'est vrai que pour moi à la base c'est ce qu'on a dit, hein, c'est-à-dire qu'il faut vraiment partir de la prévention, et la prévention elle rentre déjà dans les écoles, et c'est justement en faisant la prévention dans les écoles qu'on va pouvoir gagner en prise de conscience. Et ce qui était assez amusant, toujours dans ce même ordre d'idée, puisque moi je termine mon doctorat, donc je faisais un comparatif entre ce qu'annoncent les rapports institutionnels en termes de attention, il faut faire attention, on a mesuré que la pollution sonore produit tel effet, que dans 20 ans il y aura tant de personnes, tant de pourcentage de personnes avec des problèmes auditifs. Et j'ai comparé avec des rapports très sérieux, hein, faits en Europe. Alors évidemment, hein, on est en Occident, je suis bien d'accord, hein, là je parle pour l'Occident, où finalement c'est l'opinion publique qui parle. Et les enjeux liés au son représentent à 3 voire 4% des préoccupations de la santé de la France des Français. Donc, c'est-à-dire que entre les actions politiques et la réelle prise de conscience qu'il faut faire auprès de la population, il y a un fossé qui est absolument énorme. Et on parlait du silence tout à l'heure, par rapport à l'inflation du son. Le problème, c'est qu'on est tellement saturé que le silence devient une monnaie. Juliette Volclair, elle parle de start-upisation du silence. Et on en est vraiment arrivé aussi à ce stade-là, c'est-à-dire que, ok, il faut conscientiser par rapport aux enjeux sonores, mais il faut aussi apprendre à dire ce que c'est, à vivre le silence, plutôt que de vouloir absolument sans le fuir. Autre point, c'est-à-dire que les générations actuelles, par rapport au paysage sonore, on est plutôt, excusez-moi, mal parti, parce qu'ils s'enferment dans leur bulle sonore. Tout ce qui est casque et nouvelles technologies fait que finalement, plutôt que de prendre la décision d'aller prendre la mesure du paysage sonore, qu'il soit acoustique ou amplifié, on prend la solution de repli qui est je m'enferme dans la bulle sonore que moi j'ai choisie. Alors effectivement, ça coupe énormément les individus de tout ce qui peut se passer, et puis c'est une culture, c'est la culture là qui arrive. Et puis je fais référence à Catherine parce que j'ai lu un article auquel tu as contribué, où il était dit que finalement, par rapport au casque, c'est difficile non seulement d'avoir des statistiques, de pouvoir faire des études, parce que ça fait partie de la volonté de l'individu. Donc, c'est vraiment complexe comme problème. Toujours dans ce même article, il était dit que c'est bien d'avoir une approche technique, quantitative, on en a besoin, mais il ne faut pas oublier l'approche qualitative, et c'est ce en quoi je trouve le projet de ville sonore remarquable, parce que toute cette approche du qualitatif qui est associée au quantitatif, et que le son ne pouvait pas être abordé que d'une certaine façon, c'était une pluralité, et que tant qu'on ne prenait pas conscience qu'il fallait prendre la mesure de cette pluralité, on aurait des difficultés justement à avancer. Et pour moi, le paysage sonore,
si on parle par exemple de paysage sonore amplifié, il doit permettre la curiosité qu'on a perdue avec nos oreilles, parce qu'on a des oreilles aseptisées. Je parle toujours en Occident, puisque à la base le oui c'est le sens de l'alerte. C'est un sens qu'on a perdu, c'est un rapport à l'ouïe qu'on a complètement perdu. Et donc, c'est important de travailler sur cette conscientisation, sur cette sensibilisation, par une somme d'actions, mais pas uniquement vis-à-vis des écoles, vis-à-vis des citoyens. C'est en ça que la médiation, justement, est particulièrement importante. Et pour moi, le paysage sonore, il a une valeur essentielle à ce niveau-là. Et il doit être systématiquement rattaché à la médiation, il doit être systématiquement là pour aller chercher la curiosité de l'individu par rapport à son habitude, parce qu'on s'ancre dans des habitudes culturelles qui sont très compliquées parce qu'aujourd'hui on est indifférent au son. C'est vraiment, je crois, le combat, c'est lutter contre cette indifférence, et pour moi la curiosité que peut engager le paysage sonore, c'est une carte qui est un peu engagée, mais c'est vraiment le fond de ma pensée. Merci à vous. Merci. Alors, avant de quitter, pour ceux qui auraient soif, envie de grignoter, on peut, pour tout le monde, ça permet de faire du bien, de converser avec les invités. Et à 20h, donc, il y a une installation sonore, un concert, sur la version concert, au pavillon donc, de Sèvres, par quoi vous êtes venus normalement à peu près tous, où à 20h, donc, nous allons écouter des compositions de Charles Montembeau, Louise Campbell, Alexandre Parizeau et Roxane Turcotte. Donc ça permet de faire la transition pour le concert. Merci d'avoir été là et pour votre